Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des écosystèmes et nous allons commencer par une première partie sur l'organisation de ces écosystèmes. Alors, au départ, on va partir des individus. Dans un écosystème, en tout cas, il y a différents types d'individus. Ici, j'ai représenté un homme, un escargot, une salade. Alors, chacun de ces individus, pour que l'écosystème puisse fonctionner, eh bien, va devoir répondre à un certain nombre de fonctions. La première des fonctions, c'est que chaque individu doit se nourrir. Donc on est ici sur la notion de chaîne alimentaire. La deuxième notion, c'est que chaque individu doit se reproduire. Et la troisième notion, c'est que chaque individu doit se défendre. Donc, se défendre contre quoi? Se défendre contre des virus, des bactéries, se défendre contre des prédateurs, se défendre contre des toxiques, se défendre contre des attaques physiques, UV, température, des variations d'eau aussi, des sécheresses ou alors au contraire trop d'eau, des problématiques liées aux nutriments, pas suffisamment de nutriments, et puis il y a tout un tas d'autres stress qui peuvent exister, qui peuvent varier d'une population à une autre. Dans notre population humaine, on a par exemple des problématiques de stress psychique. Alors, pour répondre à ces problématiques de défense, eh bien, on a à notre disposition dans des organismes tels que les nôtres l'immunité, l'homéostasie dont on a parlé en physiologie, et puis une capacité d'acclimatation et d'adaptation à court terme. On rediscutera de ces adaptations à court terme ultérieurement et on se posera la question de est-ce que si on a un réchauffement climatique rapide, est-ce qu'au final on peut avoir des adaptations rapides soit des individus, soit d'une population? Puisque en réalité, chaque individu n'est pas isolé. Chaque individu fait partie de ce qu'on appelle une population d'une même espèce. Ici, vous avez une population humaine, une population d'escargots, une population de salades. L'ensemble de ces populations constitue ce qu'on appelle une communauté. Alors, je vais enlever l'homme en fait dans ma problématique d'écologie ici. Je ferai intervenir l'homme comme facteur perturbant, puisqu'effectivement l'homme n'est plus pleinement euh, au sein d'un écosystème. Il a pris une place tellement importante qu'on va le placer dans un autre registre, qui est le registre du perturbateur. On en rediscutera ultérieurement. Alors, je vais remplacer l'homme par des oiseaux. Donc ici j'ai un écosystème. Donc les salades sont mangées par les escargots et les escargots sont mangés par les oiseaux. Donc les salades, on va les appeler des producteurs primaires, puisque ces salades en fait sont capables de capter du CO2 et grâce à la lumière du soleil de former de la matière organique, du glucose notamment. Les escargots, eux, sont incapables de faire cette prouesse qui est de capter du CO2 et de former de la matière organique avec de la lumière. Donc, ils vont donc être obligés de récupérer leur matière organique dans d'autres populations, qu'on appelle ici, du coup, les escargots, on les appelle ici des consommateurs primaires. Les oiseaux vont consommer les escargots, donc ça sera des consommateurs secondaires. Les producteurs primaires sont ce qu'on va appeler les autotrophes et les autres seront les hétérotrophes. On en avait parlé aussi en physiologie. Alors, bien sûr, ces populations ne vivent pas n'importe où. Donc, en marron, en fait, ce que j'ai fait figurer, c'est le milieu, le support. Donc, ce milieu, il a différentes fonctions que j'ai fait figurer en bleu en haut. Déjà, il va offrir à ces organismes des conditions de vie qui leur sont convenables, notamment des conditions de vie physiques et physico-chimiques, température, pH, eau, potentiel d'oxydoréduction, apport en minéraux, et puis bien sûr une notion de support. La notion de support, c'est que par exemple une salade a besoin de vivre dans de la terre. Donc la terre, c'est le support. Une palourde, vous allez la trouver dans la vase. Donc la vase sera notre support.
Euh, et puis un poisson, son support, ça sera l'eau. Donc voici au final un résumé d'un écosystème constitué de plusieurs populations qui forment une communauté. Et donc on voit ici, il y a toute une partie de cet écosystème qui est vivant et puis une autre partie qui est non vivante. L'ensemble de la biomasse de cet écosystème, c'est la somme au final de la masse de l'ensemble des organismes présents, c'est-à-dire P1, du producteur primaire, plus C1, plus C2. Mais quelle relation y a-t-il entre ces populations? Alors ces relations peuvent être de différents types. On a d'abord la relation de prédation. Alors cette relation de prédation, ça peut être qui mange qui, mais ça peut être aussi une problématique de parasites. On a des relations qui sont des relations qu'on appelle des relations de mutualisme. Alors la relation de mutualisme, c'est par exemple l'exemple du poisson clown qui va apporter certains éléments intéressants pour l'anémone et l'anémone qui va lui apporter de la défense. Par contre, l'un et l'autre peuvent vivre malgré tout l'un sans l'autre. Donc c'est pas une symbiose. Troisième relation, c'est la relation alors qu'on appelle de compétition. Mais quand on discutera de l'évolution, on verra que on devrait plutôt parler de relation de concurrence. La compétition donne un petit peu un sens conscient de la chose. On est en compétition avec machin, avec truc, avec bidule. Ici, il s'agit vraiment plus de concurrence inconsciente. Mais les organismes, au final, vont bien être en concurrence, soit entre espèces, donc on parle d'interspécifique, soit à l'intérieur d'une espèce, on dit que c'est une compétition intraspécifique. Alors, compétition sur quoi? Compétition sur la nourriture, compétition sur le territoire. Ici, j'ai représenté en bleu le territoire d'un organisme, en vert le territoire d'un autre, et en jaune le territoire d'un autre. Et puis, vous voyez que on a une zone mixte en vert qui correspond au final une situation de compétition. Et puis, on peut avoir des compétitions liées à la reproduction aussi qui peuvent intervenir. Alors ça peut être lié à une zone de reproduction qui serait utilisée par plusieurs organismes, donc on serait en interspécifique. Et puis on peut avoir certains individus qui seront plus compétitifs que d'autres pour se reproduire. Et enfin, une autre... Alors c'est pas réellement une relation, mais c'est plus une fonction au final. On va voir qu'il y a des organismes qui sont redondants dans un écosystème. Par exemple, ici, vous avez deux arbres, pourquoi pas le hêtre et le chêne, qui peuvent apporter la même chose à l'écosystème. Donc si on remplace le hêtre par un chêne, on peut tout à fait, dans certaines situations, avoir exactement la même fonction. Donc on va dire que ces deux espèces sont redondantes. À cela, on peut rajouter deux autres types d'interactions. La symbiose, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin l'un de l'autre. Par exemple, au niveau du lichen, on a une relation extrêmement forte, extrêmement intime entre plusieurs types d'individus. L'un qui va fournir notamment la photosynthèse, donc par exemple des algues ou cyanobactéries, et l'autre qui va fournir une défense antibactérienne. Ça sera un champignon qui va fournir des antibiotiques. Et on va avoir vraiment ici une nécessité de vivre avec l'autre. Donc on est ici en symbiose. On a par exemple dans notre organisme des micro-organismes, dans notre tube digestif, on est en symbiose avec eux, on a absolument besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Et puis il y a le commensalisme qu'il ne faut pas confondre avec la symbiose. Ici, c'est si vous avez vu le film Les Visiteurs, c'est Jacouille. Jacouille, lors du repas, la scène du repas, qui récupère les déchets des autres, mais les autres n'ont pas vraiment besoin de lui. Ici, lors de ce repas, vous le constatez. Ici, c'est pareil. Vous avez le poisson pilote qui va suivre le requin et qui va récupérer les déchets. Donc on se retrouve avec la situation suivante. Un écosystème, on va pouvoir l'organiser de la manière suivante avec les producteurs primaires qui captent l'énergie et puis des molécules initiales qui vont faire de la matière organique. Durant leur métabolisme, ils vont libérer de l'énergie. C'est ce qu'on avait pu voir en physiologie, où on avait une perte d'énergie lors du métabolisme, sous forme de chaleur notamment. On a ensuite les consommateurs primaires qui mangent les consommateurs primaires, les consommateurs primaires qui mangent les producteurs primaires, les consommateurs secondaires qui mangent les consommateurs primaires, et puis les tertiaires, les secondaires, etc., etc.
Tout en haut de la chaîne, on va retrouver par exemple ici un super prédateur. Et puis, dans les producteurs primaires, on va trouver par exemple ici des cyanobactéries, très très importants. Les cyanobactéries, c'est vraiment des organismes microscopiques qui fournissent beaucoup d'oxygène à l'eau et à l'atmosphère. Et puis, j'ai cité ici par exemple des algues. Et on n'oublie pas que les producteurs primaires, les consommateurs de divers niveaux, vont tous forcément libérer des déchets euh, et, et puis ils vont mourir. Et donc on va se retrouver avec des déchets qui sont représentés par ces flèches ici. Et on va avoir toute une série d'organismes qui sont ce qu'on appelle des détritivores, qui vont détruire les déchets, et des décomposeurs, donc qui vont ramener au final les macromolécules en micromolécules qui seront à nouveau réintégrables dans notre cycle. Donc on voit bien ici qu'on a un écosystème qui est organisé et qu'on a besoin d'un peu tout le monde. Et donc, il va falloir que l'on discute de l'équilibre de ces écosystèmes, et c'est ce que nous verrons dans une seconde vidéo. À très bientôt.